Voici la traduction complète du texte en français, français de France, style naturel et fluide. Sous le tunnel de montagne effondré. L'acier tordu et le béton ensevelissaient tout dans une obscurité étouffante. Une milliardaire en blazer rouge déchiré, la jambe écrasée sous des poutres brisées, murmura entre des lèvres tremblantes, « C'est la fin ». Alors que les secouristes battaient en retraite, déclarant le site impossible à pénétrer, un père célibataire épuisé refusa d'accepter son sort. Avec des gants déchirés, des mains en sang et sa petite fille priant dehors, il creusa toute la nuit seul jusqu'à ce qu'un faible coup réponde enfin à l'aube. Le tunnel de Harrington Ridge n'avait ouvert que 3 semaines plus tôt. On l'avait qualifié de merveille de l'ingénierie moderne, une porte à travers les montagnes qui réduirait le temps de trajet de 40 minutes. Les communiqués de presse louaient son innovation. Les politiciens posaient pour des photos à l'inauguration. Le public l'oublia en quelques jours, comme toujours. Jusqu'à la nuit où tout devint noir. Sarafina Harrington était assise à l'arrière de sa limousine ce jeudi soir, ses cheveux platines tombant librement de leur chignon habituel, en train de relire des rapports de sécurité sur sa tablette. À 34 ans, elle paraissait plus jeune sous certaines lumières, plus âgée sous d'autres, selon le temps écoulé depuis son dernier sommeil. Le blazer rouge qu'elle portait coûtait plus qu'un mois de salaire pour la plupart des gens. Sa société, Harrington Infrastructure, avait construit ce tunnel. Son nom figurait sur la plaque d'entrée en lettres de 2 pieds de haut. Le rapport sur son écran provenait d'Irene Matilda Brooks, ingénieure en structure avec 20 ans d'expérience et une réputation de personne difficile. Irene avait signalé des inquiétudes sur la qualité du béton. Elle avait demandé des périodes de tests prolongées. Elle avait employé des termes comme « prématuré »,« déconseillé » et « risque substantiel ». Sarafina avait lu le rapport 2 fois avant de le classer. Son père, William Grayson, avait été clair sur les retards. Le conseil d'administration avait été clair sur les projections trimestrielles. Les actionnaires avaient été clairs sur leurs attentes. Un report de 3 mois coûterait des millions. Cela coûterait en réputation. Cela coûterait ce que son père valorisait le plus, l'apparence d'un contrôle sans faille. Elle avait donc signé l'approbation. Son assistante, Amanda Louisa Hayes, l'avait remise en main propre à l'entrepreneur. Le tunnel avait ouvert dans les délais. Le cours de l'action était resté stable. Son père avait hoché la tête une fois de l'autre côté de la table du conseil, ce qui était le plus proche d'un compliment que William Grayson ait jamais offert. Maintenant, 3 semaines plus tard, elle traversait son œuvre dans un silence capitonné de cuir, essayant de se souvenir quand elle avait ressenti de la fierté pour la dernière fois. À un demi-mile derrière elle, Finn Doyle conduisait un vieux SUV dont le pare-choc arrière était maintenu par du ruban adhésif. À 36 ans, il paraissait plus âgé, comme souvent les hommes de la classe ouvrière, usés par des horaires qui ne payaient jamais assez. Sa fille Bonnie dormait sur la banquette arrière, 7 ans, avec des cheveux bruns emmêlés et un ours en peluche serré contre sa poitrine. Un petit carnet reposait à côté d'elle, sa couverture décorée d'étoiles au crayon de couleur. À l'intérieur, en lettres d'imprimerie soigneux, elle avait écrit ses souhaits, un nouveau vélo, un voyage à l'océan, et tout en bas de la liste, souligné 2 fois, « Je souhaite que papa n'ait plus jamais à faire de travail dangereux ». Finn avait été secouriste dans les mines autrefois. Il était doué, le genre de doué qui vous fait remarquer, qui vous vaut une promotion, qui vous envoie dans les endroits que les autres équipes refusent. Il avait travaillé avec un homme nommé George Dermit, qui racontait des blagues dans le noir et portait des photos de ses enfants dans une pochette étanche. Ils avaient été partenaires pendant 6 ans. Puis était venu l'effondrement de la mine Greystone. Le centre de commandement avait pris une décision. La structure était trop instable. Le risque était trop grand. On avait ordonné aux équipes de secours de se retirer. George Dermit était encore en vie là-dessous. Finn le savait, il l'entendait frapper, mais les ordres étaient tombés, les équipes s'étaient retirées, et George était mort dans l'obscurité pendant que Finn restait à la surface, les poings serrés, la gorge rauque à force de crier. Il avait démissionné 3 semaines plus tard, pris un emploi de réparation mécanique, des petits boulots, tout ce qui le gardait au-dessus du sol et lui permettait d'aller chercher Bonnie à l'école. Le salaire était pire, les heures plus longues, mais il dormait mieux la plupart des nuits, quand les cauchemars ne venaient pas. Il avait entendu parler du tunnel de Harrington Ridge par des discussions entre ouvriers. On murmurait sur l'entrepreneur, Corbin Dante,
un homme connu pour rogner sur les coups et graisser des pattes. On parlait de délais précipités et d'inspections sautées. Mais c'était ainsi que fonctionnait le monde, avait appris Finn. Les gens qui prenaient les décisions étaient assis dans des bureaux climatisés. Et ceux qui en payaient le prix se tenaient dans la poussière. L'explosion survint sans avertissement. D'abord un bruit comme un tonnerre emprisonné sous terre. Puis les lumières s'éteignirent. Puis le plafond céda par sections. Un effondrement progressif qui transforma le tunnel en tombeau. Des dalles de béton s'écrasèrent. Des poutres d'acier se tordirent en hurlant. La poussière emplit l'air, si épaisse qu'elle étouffait la pensée. La limousine de Sarafina dérapa alors que le chauffeur freinait brutalement, puis encore plus fort. La voiture glissa sur le côté. Quelque chose de massif frappa le toit, l'enfonçant. Le métal hurla, le verre vola en éclats. Le véhicule bascula. Sarafina tenta de se retenir, mais la physique se moquait des intentions. Elle heurta la portière, puis le plafond, puis sentit un poids écrasant lui coincer la jambe gauche quand une poutre de béton traversa le toit et la plaqua contre le siège. La douleur arriva par vagues. Elle essaya de bouger et n'y parvint pas. Essaya de respirer et goûta le sang. Son téléphone avait l'écran fissuré mais brillait encore faiblement. Le chauffeur ne bougeait plus. Elle l'appela sans réponse. Dans l'obscurité, étouffant dans la poussière, sentant son cœur ralentir jusqu'à devenir lourd et lent, Sarafina Harrington pensa à sa mère, partie quand elle avait 12 ans, parce que rester signifiait devenir invisible. Elle pensa à son père, qui avait bâti un empire et oublié de bâtir une famille. Elle pensa à tous les rapports qu'elle avait ignorés, à tous les avertissements qu'elle avait classés, à tous les petits compromis qui avaient abouti à cet instant. Ses lèvres bougèrent, les mots sortirent en murmures. C'est la fin. Le SUV de Finn était assez loin pour éviter l'effondrement initial. Il freina, passa en position parking, se tourna pour protéger Bonnie de son corps tandis que des débris pleuvaient autour d'eux. La poussière s'engouffra par les aérations. Bonnie se réveilla en criant. Finn la serra contre lui, murmurant les paroles que les pères murmurent quand le monde s'effondre, que tout irait bien, qu'il la tenait, qu'il serait en sécurité. Quand les secousses cessèrent, il évalua la situation. Ils étaient vivants. La voiture était cabossée mais fonctionnelle. Le tunnel devant était bloqué. Celui derrière était à peu près dégagé. Il pouvait reculer, sortir Bonnie, partir avant le prochain effondrement. Mais il entendit quelque chose. Un bruit qui pouvait être le métal se tassant ou autre chose. Il connaissait ce bruit. Il l'avait entendu à la mine Greystone, dans les moments avant qu'on lui ordonne d'abandonner son partenaire. Il regarda Bonnie. Ses yeux étaient grands, terrifiés, confiants. « On va s'en sortir, dit-il. Je te sors de là. » Le temps que les secours arrivent, le chaos avait envahi l'entrée du tunnel. Les véhicules bloquaient la chaussée. Des gens sortaient en titubant de la poussière, saignant, hébétés, criant après leurs proches. Les ambulances hurlaient. Les pompiers aboyaient des ordres. Le lieutenant Archie Zahn, vétéran de 20 ans avec des cheveux gris dans la barbe et de la fatigue dans les yeux, tentait d'organiser la réponse. Irene Matilda Brooks apparut à ses côtés, encore coiffée de son casque de chantier d'une inspection précédente. Elle avait roulé droit ici en apprenant la nouvelle, sachant avec une certitude malade ce qui s'était passé. Elle étudia la zone effondrée avec l'œil d'une ingénieure en structure qui comprenait les modes de défaillance et la répartition des charges. L'intégrité est compromise partout, dit-elle d'une voix plate, la fureur contenue. Toute tentative de creuser plus loin risque un effondrement secondaire. On pourrait perdre plus de monde. Archie hocha lentement la tête. Il avait déjà fait ses calculs. Chaque secouriste connaissait les maths, combien de vies risquées pour en sauver combien. Quand le courage devient-il du suicide? Finn porta Bonnie jusqu'à la zone de tri. Un paramédic l'examina, la déclara indemne hormis l'inhalation de poussière et le choc. Finn la serra contre lui tandis qu'elle pleurait, la berçant comme quand elle était bébé, quand le monde était plus simple et que sa femme était encore en vie. Puis il entendit Archie Zahn parler à son équipe, entendit les mots qui lui glacèrent le sang, on ne peut pas aller plus profond. Le risque est trop grand. Il faut accepter que quiconque se trouve dans la section lointaine et, Archie ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Finn posa doucement Bonnie, s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. Reste ici avec les secouristes, d'accord. Ne bouge pas. Où vas-tu? Il ne répondit pas, ne pouvait pas répondre, car la réponse était qu'il retournait dans l'obscurité.
Retourner dans l'endroit où le système avait décidé que certaines vies ne valaient pas le risque d'en sauver d'autres. La petite main de Bonnie attrapa sa manche. Elle leva les yeux vers lui avec une expression trop vieille pour son âge, trop lucide. « Papa, si c'était moi là-dedans, est-ce qu'il me laisserait ?» La question le frappa comme un coup physique. Il la serra fort, embrassa le sommet de sa tête. « Non, ma chérie, jamais. Alors ne laisse pas les gens qui sont encore dedans. » Elle sortit son carnet de souhaits de sa poche, l'ouvrit à la dernière page. « Tu pourras rayer celui-là après, dit-elle en montrant la ligne sur le travail dangereux. Mais d'abord, tu dois faire ce pour quoi tu es doué. C'est ce que maman dirait. » Finn se leva. Bonnie s'assit près de l'ambulance, joignit ses petites mains et commença à prier. Finn passa les barrières pendant que personne ne regardait, ramassa un casque de sécurité cabossé abandonné, trouva une barre à mine dans les débris. Il n'avait aucune autorité officielle, aucune permission légale, aucune équipe de soutien. Juste le souvenir de George Dermite mourant seul et le bruit de coups qui pouvait n'être rien. Ou tout. Le tunnel l'engloutit. L'obscurité se referma comme un poing. Il alluma une lampe torche à batterie mourante et avança. Lisant la structure comme il l'avait appris des années plus tôt, des fissures en toile d'araignée sur les murs. Des sections de plafond pendues à des angles impossibles. Il nota mentalement les points dangereux, planifia son itinéraire pour les contourner, avança avec la prudence délibérée de quelqu'un qui savait que la hâte tuait aussi sûrement qu'un effondrement. 20 minutes plus tard, il l'entendit. Un faible tapotement métallique, irrégulier et faible. Quelqu'un frappait, quelqu'un de vivant. Il suivit le son à travers des armatures tordues et du béton pulvérisé, à travers des espaces si étroits qu'il dut ramper. Le tapotement devint plus fort. Puis il entendit une toux, puis une voix. Rauque et à peine humaine. « Il y a quelqu'un. Je suis là, » cria Finn. Continuez à faire du bruit. J'arrive. La voix qui répondit était féminine, cultivée, désespérée. S'il vous plaît, je ne sens plus ma jambe. Je ne peux pas. Une quinte de toux l'interrompit. Finn coinça la barre à mine dans une faille entre des dalles de béton et se mit au travail. Ses gants se déchirèrent en quelques minutes. Ses mains se mirent à saigner. Il continua. Parlez-moi, appela-t-il. Restez éveillé. Comment vous appelez-vous? Silence. Puis, Sarafina. D'accord, Sarafina. Moi c'est Finn. Je vais vous sortir de là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Une autre pause. Quand elle parla à nouveau, sa voix portait quelque chose qui pouvait ressembler à de la honte. Je suis la personne qui a donné le feu vert pour ce tunnel. La main de Finn s'immobilisa. Il resta dans l'obscurité, assimilant l'information. Vous êtes Harrington, la PDG. Oui. Il pouvait partir. Devrait peut-être partir. Peut-être était-elle la raison de tout cela. Sa société, son approbation, ses marges bénéficiaires placées au-dessus des marges de sécurité. George Dermite était mort parce que des gens comme elle rendaient des gens comme lui sacrifiables. Mais George racontait aussi des blagues dans le noir, portait des photos de ses enfants, était humain, imparfait et digne d'être sauvé. Et la femme de l'autre côté de ces décombres l'était aussi, quel que soit le nom qu'elle portait. Je vous sors quand même, dit Finn. On pourra discuter plus tard de à quel point je suis en colère contre vous. Il entendit quelque chose qui pouvait être un rire ou un sanglot. D'accord. Ils parlèrent pendant les longues heures. Sarafina lui parla de son père, William Grayson, un homme qui mesurait la valeur en rapport trimestriel et traitait l'amour comme un signe de faiblesse. Elle lui parla de la pression de performer, de prouver qu'elle n'était pas juste la fille, pas juste un nom, pas juste une riche oisive jouant à la femme d'affaires. Finn lui parla de Bonnie, de sa femme morte d'un cancer 3 ans plus tôt, du choix d'un emploi de maintenance parce qu'être père célibataire signifiait privilégier la stabilité à la vocation, de George Dermite et des ordres qui étaient tombés et du bruit d'un homme bien mourant pendant que le protocole gardait tout le monde à distance sûre. J'ai écarté les avertissements, murmura Sarafina à un moment. Irene Brooks me l'avait dit. Amanda avait essayé de le signaler. Je savais que le béton était de qualité inférieure. Je savais que Corbin d'entrognait sur les coups, mais mon père disait que les retards étaient inacceptables. Et j'avais tellement peur de le décevoir que j'ai mis tout le monde en danger. Finn ne répondit pas tout de suite. Il soulevait une autre section de béton, les muscles hurlant. Enfin, le souffle court, il dit, au moins, vous le dites maintenant, la plupart des gens à votre place ne l'admettent même pas à eux-mêmes.
Un léger tremblement secoua le tunnel. La poussière tomba en pluie. Une fissure s'élargit au-dessus d'eux. Finn se figea, attendant de voir si la structure tiendrait. Elle tint. À peine. Vous devriez partir, dit Sarafina. Vous avez une fille. Si ça s'effondre, on meurt tous les deux. Et j'aurais essayé. Finn reprit son creusement. Je ne laisse personne derrière. Pas encore une fois. Vers l'aube, sa barre à mine perça dans un espace ouvert. Il braqua sa lampe et la vit. Une femme plus jeune qu'il ne l'imaginait, couverte de poussière et de sang, son blazer rouge déchiré et sale, une jambe coincée sous du métal tordu. Ses yeux croisèrent les siens à travers les décombres, et quelque chose passa entre eux sans nom, une reconnaissance, peut-être, de voir un autre être humain vraiment, sans les barrières de classe, de rôle ou de circonstances. Vous êtes vraiment revenu, murmura-t-elle. Quelqu'un devait le faire. Il élargit l'ouverture, rampa à travers, évalua la situation. La poutre qui écrasait sa jambe était massive. Il aurait besoin de levier. Il cala une poutre de soutien contre les décombres, positionna sa barre à mine et entama le lent, terrible travail de soulever assez de poids pour la libérer. Un bloc de béton tomba, frappant son épaule. La douleur explosa dans son bras. Il ne s'arrêta pas. Sarafina se mit à pleurer. Pas de douleur, bien qu'il y en ait. De quelque chose d'autre, quelque chose qui couvait depuis des semaines, des mois ou des années. Je ne mérite pas ça, dit-elle. Je ne mérite pas que vous risquiez. Personne ne mérite d'être enterré vivant, répondit Finn entre ses dents serrées. Ni vous, ni les ouvriers que vous employez, ni les gens qui ont fait confiance à votre tunnel. C'est tout le sens de l'histoire. Il libéra sa jambe. Elle hurla. Il la rattrapa alors qu'elle s'effondrait en avant, soutint son poids, la porta à moitié et la traîna à moitié vers le passage étroit qu'il avait creusé dans les décombres. Derrière eux, la structure gémit. Ils progressèrent par étapes dans le tunnel en ruine. Sarafina s'évanouit 2 fois de douleur et de perte de sang. Chaque fois Finn s'arrêta, la secoua pour la réveiller, lui fit raconter quelque chose sur elle pour rester consciente. Elle parla de sa mère qui était partie, d'apprendre à geler son cœur pour survivre dans le monde de son père, du moment dans la voiture où elle avait réalisé qu'elle avait construit une vie qu'elle ne voulait pas et qu'il était peut-être trop tard pour changer. Finn lui parla de